J'aimerais vous poser une question. Vous avez tourné une vidéo la semaine dernière avec le professeur Parola dans laquelle vous expliquiez que, pour les vaccinés et les non vaccinés, la charge virale était plus ou moins la même. Est-ce que vous confirmez ces propos? Est-ce qu'aujourd'hui, un vacciné peut être tout autant contagieux qu'un non vacciné? Un vacciné qui est infecté, oui. D'accord. Un vacciné qui va être infecté par le virus sera autant contaminant que celui qui n'est pas vacciné. Et ce sur une durée, sur une durée plus ou moins longue? Parce que est-ce que c'est pas le fait que, lorsque l'on se vaccine, effectivement, on est contagieux dans un premier temps parce qu'on développe des anticorps, mais est-ce que sur les semaines qui passent, les mois qui passent, la charge virale ne baisse pas? Enfin, la charge virale où on est contaminant pour le Covid, c'est ce qu'on préconise pour les isolements, quoi. Ça va de, en gros, 10-15 jours, quoi. Mais en général, c'est 10 jours. Donc, on est contaminant pendant 10 jours à peu près. Et qu'on soit vacciné ou pas vacciné, ce sera la même chose, puisqu'on a les mêmes niveaux de quantité de virus qui sont excrétés. J'aime C'est pour les vaccinés, pour lesquels la vaccination n'a pas fonctionné, bien sûr. Qu'est-ce que vous entendez quand la vaccination ne fonctionne pas, c'est-à-dire? C'est-à-dire que le vaccin, si vous voulez, n'a pas une efficacité qui est de 100%, loin de là, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'elle est peut-être de, c'est pas évident à dire, c'est peut-être 50%. En gros, sur les formes sévères, on voit que le vaccin protège aux alentours de 50% là, avec le variant Delta. Donc on a on a 2 fois moins de chances de faire une forme sévère, c'est-à-dire une forme qui va être hospitalisée. Donc le vaccin, ça protège, et que dans la moitié des cas à peu près. Voilà. Et Et donc sur ce qui est d'attraper la maladie, mais de ne pas faire une forme sévère, c'est-à-dire mais d'être quand même, en gros, d'être asymptomatique, de transmettre, on ne sait pas. Et on peut penser que c'est à peu près la même chose. Donc le vaccin protège un peu, mais quand on est infecté et qu'on est vacciné, après on devient pareil que quelqu'un qui n'a pas de vaccin. C'est-à-dire on transmet la maladie de la même façon. Parce que le vaccin, si vous voulez, on voit le vaccin comme un truc unique. Déjà, il y a eu 3 sortes de vaccins qui n'ont pas tous les mêmes performances. Et après, les individus sont pas les mêmes, on l'a montré, quoi. C'est-à-dire que sur une population donnée, il y a des gens qui vont faire beaucoup d'anticorps, d'autres qui vont faire peu, et il y en a qui n'en feront pas du tout. Voilà. Et donc, ceux qui n'ont pas du tout d'anticorps, il n'y a pas de raison qu'ils soient protégés, quoi. Donc, ils ont le Covid comme ceux qui ne sont pas vaccinés. mais ça permet de nous interroger sur la chose suivante. Est-ce que les vaccins, et la politique de vaccination qui s'ensuit à l'heure actuelle, pourraient mettre un terme à cette épidémie de Covid-19, oui ou non? Non, on s'en sortira pas que par la vaccination. C'est-à-dire, il y a la vaccination, ça fait partie des outils qui sont utilisés, mais il faut d'autres outils, sinon ça ne sortira pas. C'est-à-dire, je trouve que l'un des défauts du pass sanitaire, c'est de faire croire que si on est vacciné, on ne contamine pas les autres. C'est pas vrai. Donc, en fait, c'est une fausse sécurité. C'est un côté dangereux. Donc, vacciner les gens à risque, c'est une bonne idée, quoi. Quand on est, alors après, savoir où est-ce qu'on place le risque, hein. En gros, le vacciner, je sais, à partir de, je dirais, 50 ans, ou alors un peu avant, si on a des facteurs de risque, ça vaut le coup de se faire vacciner, quoi. Voilà. Après, de vacciner toute la jeunesse sous prétexte que ça va arrêter la circulation du virus, c'est un mensonge, c'est pas vrai. Ça peut pas marcher. D'autant plus que là, on voit avec le Delta, ça échappe beaucoup. Il est probable que les variants qui viendront après, ça sera encore pire, hein. Parce que justement, les anticorps qui ont été produits vont sélectionner des variants qui seront résistants aux anticorps. Justement, en fait, donc, les vaccins, ne les principaux vaccins à l'heure actuelle qui sont commercialisés, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, ils pourraient ne pas être efficaces du tout face aux prochains variants. Déjà, on voit qu'ils sont pas très efficaces face au variant Delta, mais dans l'hypothèse où le virus mute encore, ils deviendront, inutiles? Si vous voulez, déjà, il y avait le vaccin Astra, pour reconnaître qu'il c'est pas un super vaccin, quoi. On s'en est aperçu très rapidement, quoi. C'est-à-dire que c'est un vaccin déjà qui donne des effets secondaires importants, notamment aux femmes jeunes, quoi. Et puis c'est pour ça qu'on le recommande aux gens de plus de 55 ans maintenant. Donc en fait, en gros, c'est une population relativement limitée et il fait pas monter des anticorps très élevés. Le Pfizer et Moderna, surtout Moderna, avait beaucoup mieux marché, quoi. Donc c'est des vaccins qui font bien monter les anticorps. Ils ont 2 défauts. D'abord, la protection est loin d'être absolue, quoi. C'est-à-dire, il y a des gens qui ne vont pas faire d'anticorps. Deuxièmement, c'est des vaccins ARN et on n'a pas, moi, à mon sens, je crois qu'on n'a pas le recul pour dire que c'est sans risque pour des femmes enceintes, pour des jeunes, vous voyez. Donc, quand on a
aucune chance de faire une forme grave, je vois pas l'intérêt de se vacciner, puisque, encore une fois, ça n'empêche pas la transmission de la maladie. C'est dommage. Si ça empêchait la transmission de la maladie, mais oui, ça justifierait, si vous voulez, de vacciner les jeunes. Il y a un très beau travail qui a été fait il y a très longtemps par les Japonais pour la grippe, par exemple. Ils avaient montré que la seule façon de protéger les personnes âgées, c'est de vacciner les enfants contre la grippe. Oui. Donc on vaccine la population qui le transmet et ça protège la population qui est sensible. Parce que les personnes âgées, elles font peu ou pas d'anticorps elles font mal des anticorps contre le vaccin, avec le vaccin contre la grippe. Oui. Donc l'idée, c'était un peu quand les gens ont proposé de faire ça chez les jeunes, dans le cas du Covid, c'était la même idée, mais le problème, ça marche pas. Et est-ce que des vaccins plus traditionnels, on sait que beaucoup de gens attendent le vaccin de Sanofi. Pensez-vous que des vaccins plus traditionnels, que ce soit Valneva ou Sanofi, pourraient être, eux, plus efficaces, même face aux variants? Je ne pense pas qu'ils seront plus efficaces. Mais au moins, on a du recul sur ça. Moi, honnêtement, personnellement, je suis pas anti-vaccin. Je me suis vacciné. Bon, je me suis vacciné parce que l'ARN, j'ai jamais eu trop confiance. Donc, je me suis fait vacciner par Astra. J'ai regardé, bon, j'ai pas un taux d'anticorps mirobolant, quoi. À mon avis, dans 3 mois, j'ai plus rien. En clair. Voilà. Les vaccins ARN, ça me tente pas, même si, bon, à mon âge, il y a pas un grand risque. En revanche, je vaccinerai pas mes gamins avec ça, quoi. Et oui, j'attends beaucoup des vaccins traditionnels, parce qu'au moins, ceux-là, on les connaît. Et donc, si je vaccine mes gamins avec ça, même si ça marche pas, je pense qu'il n'y aura pas de grosses surprises. Voilà. Le vaccin ARN, dans l'idée, c'est un truc super. Hein. Voilà, moi, je trouve ça super, mais on n'a pas le recul. Peut-être dans 20 ans, pour dire oui, c'est bon, c'était idiot d'avoir des doutes. Mais pour le moment, on n'a pas le recul. Parce que le recul qu'on a, c'est ça a été utilisé soit sur des animaux, soit dans des cas de cancer avancé. Je suis désolé, on n'a pas fait un suivi en même temps. Et donc, avec cette vaccination, quels autres outils nous reste-t-il? Vous, qu'est-ce que vous conseilleriez, en plus de la vaccination, pour lutter face à la Covid? Non, déjà, la vaccination, il faut l'utiliser intelligemment, là, pas comme des benets. Là. Actuellement, on est en train de faire une vaccination de masse, comme si on vaccinait du bétail, quoi. C'est idiot, voilà. C'est-à-dire que très rapidement, quand j'ai commencé à avoir des gens vaccinés, notamment des personnes âgées, quand j'ai testé les anticorps, je m'apercevais qu'ils n'avaient pas d'anticorps. Voilà. Donc en pratique, dans ces cas-là, on connaît ça, ça arrive par exemple dans l'hépatite B, chez les gens immunodéprimés, on fait une 3e dose, voire une 4e dose, hein, typiquement pour l'hépatite. Voilà. Bon, il a fallu, je sais pas combien, il a fallu 1 mois et demi, enfin, honnêtement, il y a des gens de mes connaissances, quoi, des gens qui étaient à risque, qui n'avaient pas d'anticorps, je leur ai fait une 3e dose. Ouais, j'ai demandé l'avis à personne parce que c'est quelque chose de logique. Donc, à un moment donné, il faut être assez un peu pragmatique, c'est-à-dire que il faut mettre le paquet sur les gens à risque. Et ceux-là, eh ben, on leur fait 2 injections. Si au bout de 2 injections, ils ont passé d'anticorps, on en fait une 3e et éventuellement peut-être une 4e. C'est-à-dire ceux-là, il faut vraiment les surveiller, c'est-à-dire les vacciner, regarder si la vaccination a fonctionné, regarder si le vaccin les protège. C'est ceux-là pour lesquels il faut faire un effort, mais pas vacciner. Quand on va vacciner les gamins de 10 ans, ça sert à rien. Voilà, ça ne sert à rien. Les vacciner intelligemment. Après, il faut quand même se mettre à rechercher des molécules qui pourraient avoir un intérêt. On a abandonné. Bon, il y avait l'ivermectine, l'hydroxychloroquine, il y en a plusieurs qui ont été proposés. On l'a vu. Après, l'effet, c'est pas des molécules miracles, mais il y aura pas de molécules miracles. Mais si vous voulez, c'est des petites choses en plus qui ont montré qu'elles avaient un effet, qu'elles amélioraient. Surtout, ce qui est essentiel dans cette maladie, c'est la prise en charge qui doit être précoce, donc très précoce, et qui doit être sérieuse. C'est-à-dire qu'il faut, les patients, quand ils sont malades, ils viennent à l'hôpital, on leur dit, il ne faut pas leur dire, non mais vous revenez quand ça ira mal ou quand vous étouffez. C'est-à-dire, on les voit, on les anticoagule, on leur fait un scanner, on les met sous anticoagulant, on leur surveille un bilan biologique les 2 ou 3 jours et on les surveille. Voilà, c'est-à-dire que ce qui a fait la différence, ce qu'on a vu à l'IHU Méditerranée Infection, quoi. On a beaucoup parlé de l'hydroxychloroquine, enfin, on nous a gonflé avec ça. Ce qui a fait la grosse différence, que les gens mouraient moins quand ils venaient chez nous, c'est que d'abord on les testait, ils venaient, on les testait, on a fait des tests de masse. Mais maintenant, tout le monde dit qu'il faut tester, mais à l'époque, au tout début, je peux vous en rappeler, enfin, ils disaient, non, il faut pas tester, ça sert à rien, quoi. Donc, on a fait des tests de masse et les gens, après, une fois qu'on les avait testés, on les voyait en consultation, on les suivait, c'est-à-dire, ils voyaient un docteur, c'est-à-dire, on a réinventé quelque chose, c'est extraordinaire. Hein. C'est-à-dire, les gens qui sont malades, il faut qu'ils voient un docteur. On va sortir un petit peu du débat sur la vaccination. On constate quand même depuis le début de cette crise Covid que l'IHU, l'Institut hospitalo-universitaire de Marseille, connaît une très très forte popularité, notamment sur YouTube. Les vidéos qui sont publiées par l'IHU font parfois 1 million, 1 500 000 vues. Comment vous l'expliquez, vous, cette popularité?
Non, je sais pas, la popularité, je crois qu'elle est surtout due il y a une part qui est sur le discours, une part qui est Didier Raoult, quoi. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui sait attirer les gens, donc il y a une part des gens qui aiment beaucoup là, sa façon de parler, de présenter les choses, puis bon, il y en a beaucoup qui le détestent aussi. Mais c'est la façon, c'est lui qui attire, parce que quand il n'est pas là, ça fait pas 1 million de vues. Voilà. Donc en pratique, je pense que c'est essentiellement lié à sa personnalité. D'ailleurs, justement, aujourd'hui, le journal Le Monde, selon leurs propres sources, indique que Raoult partirait, quitterait l'IHU parce qu'il doit quitter ses fonctions de professeur des universités. Il finirait par être mis à la retraite à l'IHU. Comment vous et le reste du personnel avez accueilli cette nouvelle? Honnêtement, c'était prévu, si vous voulez. Après, ils sont en train d'accélérer un truc qui était, je crois qu'on en a discuté conseil d'administration il y a 2 ans, quoi. C'est-à-dire, c'était à l'ordre du jour, quoi. C'est-à-dire comment on va remplacer Didier Raoult, c'est pareil. La retraite, c'est comme ça. Quand on est fonctionnaire, on va jusqu'à ses 68 ans, quoi. Didier a été prolongé 2 ans parce que c'était la crise sanitaire. C'est la normalité, quoi. Voilà, c'est comme ça. C'était prévu. Après, là, ils sont en train de s'exciter. En gros, je sais pas, nous donner l'impression qu'on tiens, on va le foutre dehors, parce que c'est pas le cas, c'était prévu. Alors après, peut-être qu'ils vont essayer d'accélérer la chose, je sais pas comment ça va se passer, mais c'est des trucs qui sont retrouvables. Par exemple, si vous regardez sur je sais plus, c'était c'est le conseil d'administration, je crois que c'était il y a 2 ans, quoi. Ça faisait partie de l'ordre du jour, quoi. Donc c'est pas une nouveauté, quoi. Mais là, comme c'est Didier Raoult, maintenant, oui, ça devient une nouveauté, c'est un scoop. Ouais, c'est les médias qui s'emparent un petit peu d'un fait assez banal. Il n'y a pas que les médias, quoi. Il y a des personnes aussi qui sont contentes de dire ça y est, on l'a viré. Enfin, si vous voulez, honnêtement, c'était prévu qu'il s'en aille. Mais c'est mieux de faire croire qu'on l'a viré que de dire qu'il est parti, parce qu'il est à la limite. Pensez-vous qu'à l'heure actuelle, en France notamment, le gouvernement, les politiques écoutent suffisamment les scientifiques pour gérer la crise du Covid? Sincèrement, j'ai un peu de mal à répondre à ça, si vous voulez, parce que il y a un conseil scientifique, quoi, mais avec qui on est, je sais pas, on est un peu décalé. C'est pour ça, oui, il y a des. Bon, honnêtement, les meilleurs scientifiques, je les ai pas trop entendus quand même. C'est-à-dire, moi, j'ai beaucoup entendu des infectiologues parisiens qui parlaient, quoi. Les vrais, les bons virologues, quoi. J'ai entendu Jean-Michel Clavry, avec Didier Raoult, qui est probablement de ceux qui a été c'est un des virologues les plus cités en France. Jean-Michel Clavry, je crois que je l'ai entendu une fois s'exprimer. Bruno Canard, qui est la personne qui connaît un des meilleurs au monde sur le coronavirus, qui je crois que je l'ai jamais entendu, si vous voulez. Donc voilà. Donc en revanche, on entend toujours les mêmes. Alors je pense que ça vient du fait que on entend ceux qui sont juste à côté, quoi. Vous le savez comme moi, quoi. C'est-à-dire que tout se passe à Paris et donc on les a sous la main, ils prennent le métro, ils font 5 stations et ils sont là, quoi. Voilà, je pense que c'est lié à ça, quoi. Et donc, c'est pas de. Non, moi, ce que je reproche, si vous voulez, en France, c'est que maintenant, c'est-à-dire que quand on avait une voix dissonante lors de la première vague, on était un complotiste, quoi. Et maintenant, si on met en question, ou si on dit qu'on a des questionnements sur la vaccination, on est anti-vax. Ouais. C'est devenu extrême. Là, maintenant, je vois qu'il y a une censure, mais moi, ça me fait peur, quoi. Je vois que dès que quelqu'un ouvre la bouche pour dire qu'il va avoir un doute sur le vaccin, quoi, tout de suite, c'est un terroriste, quasiment, quoi. Ça fait peur, quoi. J'imaginais jamais dans un pays comme ça. Je trouve ça triste, alors que, honnêtement, tous les gens qui sont chez nous, l'IHU y compris, sont des gens qui sont pour les vaccins, qui vaccinent dans les autres maladies. Enfin, et c'est devenu, c'est-à-dire, on n'a plus le droit de dire, en gros, il y a la voix de ce que dit le gouvernement et personne ne sort de ça, quoi. Donc, il n'y a plus de débat scientifique, quoi. Alors que d'être scientifique, justement, c'est de se poser des questions, quoi. Et ça n'existe plus. Moi, je vois, par exemple, vous voyez aussi au CDC, quoi, quand même, même, l'équivalent de ce qui serait l'équivalent de Santé publique France aux États-Unis, quoi. Ça a été les premiers qui ont publié qu'il y avait un taux d'échec très élevé avec le variant Delta. Nous, en France, on n'a pas le droit de dire ça, quoi. C'est interdit. Puis ça conduit peut-être aussi à une autocensure de la part de certains scientifiques qui, de peur d'être taxés d'antivax ou de complotistes, préfèrent se taire que de prendre la parole. Ouais, je sais pas. Surtout, je crois qu'on leur demande pas de parler, surtout.
c'est toujours les mêmes. Enfin, regardez la télé, c'est toujours les mêmes. Vous en avez quoi, une quinzaine, c'est toujours les mêmes qui se battent les plateaux télé. Quoi. Donc il y a la vie de l'Institut Pasteur, il y a la vie du centre de Lyon, voilà, et puis quelques infectiologues qu'on connaît tous, vous les connaissez par cœur, parce que vous les voyez sur tous les plateaux, c'est toujours les mêmes. Mais c'est pas ce qui me dérange. Moi, ça me dérange pas qu'ils disent bah oui, on pense que le vaccin ça va être très bien quoi. On a le droit de dire que oui, le vaccin c'est très bien, mais ça a des limites quoi. Et on n'a plus le droit de le dire. Comme vous le savez, on débat aujourd'hui beaucoup sur l'origine exacte du Covid. Une des thèses les plus probables serait qu'il proviendrait du laboratoire P4 à Wuhan. Je sais que vous êtes responsable du labo, d'un l'équivalent labo P3 à l'IHU. Vous pensez ça probable? Non, je crois que la nature a bien plus d'imagination que les humains. Ouais. Donc non, je crois pas. Je crois pas que c'est Pfizer qui a inventé le Covid, aidé par les Chinois dans un laboratoire à Wuhan. Je crois que c'est déjà arrivé, c'est-à-dire le premier virus, le MERS-CoV qui existe en Arabie Saoudite, qui infecte les chameaux et les humains, a été fabriqué par l'Arabie Saoudite. Non, la nature crée des choses quoi, qui marchent très bien. Enfin, honnêtement, on n'a pas attendu qu'il y ait la P4 à Wuhan je sais pas quel complotiste, tout ce que vous voulez, pour avoir des virus de la variole, pour avoir la peste. Et ce que je vous assure, c'est des fléaux qui ont tué autrement plus que le Covid. Quoi. Ce qui est frappant dans le Covid, quand même, c'est la relation, justement, l'espèce d'affolement par rapport à cette maladie avec par rapport à des épidémies antérieures, quoi. Par rapport, je sais pas moi, ce qu'a fait la tuberculose, ce que fait encore la tuberculose, ce qu'a été la variole, enfin, ces maladies historiques, quoi. C'est le coronavirus, c'est la gnognotte, c'est la rigolade, oui. C'est-à-dire, c'est quand même, pour l'essentiel, ça reste toujours des personnes très âgées qui décèdent. Et après, je suis d'accord que ça déstabilise un système de santé parce que le nombre de places en réanimation n'est pas inextensible. Surtout qu'on essaye toujours de réduire au maximum le nombre de places. Donc c'est sûr, après, on est vite en tension.